comme on vous l'a dit en début de cet événement, l'objectif est vraiment de passer à travers tous les intervenants, toutes les parties prenantes, tout l'écosystème de la titrisation. Donc nous avons pu voir le cadre légal, réglementaire, fiscal, nous avons pu avoir le témoignage des établissements émetteurs, nous allons maintenant avoir le témoignage des investisseurs, parce qu'en face, il faut bien que pour une opération de titrisation fonctionne, il faut qu'il y ait des gens qui soient des institutions et des établissements qui aient envie d'investir. Et enfin, nous finirons avec le témoignage et un éclairage des experts, que ce soit les cabinets d'audit, que ce soit les cabinets d'expertise, qui permettent d'accompagner les émetteurs et les investisseurs dans ces opérations. Je vais vous demander d'accueillir nos investisseurs. Aujourd'hui, Monsieur Samer Rachidi, directeur du pôle activité de marché et contrôle de gestion au sein de El Barid Bank. Je vais vous demander de l'accueillir. Il va me rejoindre. Monsieur Youssef Chalache, CEO du pôle Investment Management au sein de CDG Capital. Et Monsieur Youssef Sharafeddin, directeur général de Upline Capital Management. Voilà, messieurs, tout va bien? Prenez vos micros. Prenez vos micros pour voir si tout fonctionne. Voilà, vous tapez dessus, parlez dedans. Bon, voilà. J'ai eu une question qui n'a rien à voir avec la titrisation. On m'a dit que j'étais en jean et que je portais pas de cravate. Je vous assure que ce matin, j'ai mis mon costume, cravaté, chemise amidonnée, type Golden Boy de la City. Je me suis dit non, je vais essayer de vulgariser un peu tout ça. Donc désolé, ne prenez pas ça comme un manque de respect, c'est tout simplement que vous voulez que ça soit un peu plus convivial. Ça vous gêne? Non, bah voilà, bah très bien. Alors dans la finance, enlevez vos cravates. Allez, moi c'est ce que je vais vous demander. Alors, aujourd'hui, on va se donner pareil, 20-25 minutes pour avoir la vision des investisseurs. Et je vais vous poser absolument les mêmes questions parce que l'idée est vraiment de voir comment se sont passées, qu'est-ce qui a motivé finalement les décisions d'investissement. Et aujourd'hui, comment vous considérez la titrisation en comparaison, en miroir, avec tous les autres modes de financement. Les autres modes de financement, mais on a eu déjà l'avis des émetteurs, on va avoir vos avis à vous. Alors, je vais commencer par, le Barid Bank, ça va nous permettre de savoir aujourd'hui, est-ce que vous pouvez déjà nous décrire de quelle manière vous avez investi dans les FPCT et qu'est-ce qui a motivé votre décision? D'abord, merci pour l'invitation et pour l'assistance. D'abord, quelques éléments de contexte. Le Barid Bank c'est le dernier né des banques marocaines. Donc, nous avons dû reprendre l'activité des services financiers de Barid El Mghabib. Et comme banque et nouvelle banque, nous avions surtout des dépôts. Nous sommes connus, nous sommes un des acteurs majeurs de la bancarisation. Et sur le volet, je dirais, pour adosser en termes financiers ces dépôts à des actifs, donc il fallait investir, il fallait placer. Et les classes d'actifs sont globalement nous avons développé une activité de crédit, mais qui se limite à la clientèle des particuliers, qui est nouvellement naissante, donc qui devait prendre du temps. Donc à côté de cela, nous devions alimenter des portefeuilles de titres. Et le choix, vous le savez tous, il y a du bon du trésor, il y a de la dette privée, un petit peu d'OPCVM, on va dire, mais après, il faut faire le choix et très vite, et surtout le bon choix. Donc en termes de qualité d'actifs, en termes de bon adossement de nos dépôts. Et naturellement, la titrisation était un des choix, pas seulement possible, mais je dirais même des mieux conseillés pour certaines considérations. Je dirais bien sûr relativement à la taille des marchés, du fait qu'il apporte une certaine diversification, un rendement,
aussi je dirais, des expositions qui peuvent être recherchées compte tenu de la nature des secteurs ou de la nature même de l'exposition en termes financiers. Voilà, en fait, dans le contexte d'Al-Barid Bank, c'était une des classes des actifs qui était envisageable et qui a été envisagée et même réalisée. Alors, je vais faire un peu le tour par rapport à vous tous sur le plateau. Qu'est-ce qui a motivé finalement, eu égard à tout ce qu'on a entendu, maintenant c'est bien de passer de ce côté investisseur, qu'est-ce qui vous a motivé à investir justement dans ces fonds? Bonjour. Tout d'abord, il faut juste préciser que le rôle de l'industrie que je représente, qui est la gestion d'OPCVM, c'est d'abord de collecter de l'épargne et de faire la meilleure allocation possible de cette épargne en investissant sur des actifs financiers autorisés par la réglementation. Donc, quand on dit collecte d'épargne et investissement de cette épargne, donc, on doit, pour simplifier, vendre des produits à des clients qui correspondent à leur profil, et puis, dans un deuxième temps, investir l'épargne collectée dans ces fonds sur des actifs financiers correspondant à la nature de chaque fonds, chaque produit. Et donc, on fait cela, je dirais, dans trois perspectives, ou en tenant compte de trois aspects, qui sont le premier, l'aspect rendement, bien sûr. Le deuxième, c'est l'aspect risque. Et le troisième, c'est l'aspect réglementaire. Alors, par rapport au rendement et étant donné la limite, on va dire, sur le marché marocain de l'univers d'investissement, donc on est obligé d'aller chercher, je dirais, quotidiennement, en continu, de nouveaux produits sur lesquels on doit investir. Et donc, pour réaliser le maximum de rendement pour les épargnants. Alors, le deuxième point, c'est l'aspect risque. Donc, on est obligé de tenir de l'aspect risque. Et comme on est quand même une industrie qui a un rôle très important, justement, dans l'allocation des actifs financiers au niveau du secteur financier marocain, donc on est une activité qui est très surveillée et très, très réglementée. J'allais dire au quotidien réglementé, quotidiennement surveillé par l'AMC, qui fait très bien son rôle. Et donc, pour cela, il nous faut tenir compte aussi de l'aspect réglementaire. Donc, en fait, on a ces trois aspects, ces trois perspectives qui nous obligent à traiter des actifs qui sont disponibles sur l'univers d'investissement marocain. Et parmi ces actifs, il y a la titrisation qui vient diversifier justement cet univers. Donc, ça nous permet une certaine diversification qui est la bienvenue. Alors, c'est Chalache. Bonjour à tous. Bien évidemment, et sur le pricing, on va y arriver parce que ça, ce sont deux éléments qui sont extrêmement importants. Alors, en ce qui concerne la gestion institutionnelle à la CDG Capital, donc d'abord, il faut préciser que nous sommes gestionnaires de fonds institutionnels d'une certaine taille. Donc, nous sommes naturellement présents, je dirais, sur l'ensemble des classes d'actifs du marché. Mais en ce qui concerne particulièrement la titrisation, elle a d'abord répondu à un objectif d'exposition en duration. Typiquement, nous sommes gestionnaires de fonds de par leur nature destinés à être investis en partie sur de l'obligataire, du fixed income sur du long terme. Et les premières émissions de titrisation qui ont concerné des créances hypothécaires bancaires répondaient ou étaient en tout cas alignées sur cet objectif. Mais à mon sens, l'attractivité majeure, en tout cas la motivation essentielle qui a penché en faveur de la titrisation, c'est surtout la transparence sur les risques. Et c'est vraiment la notion sur laquelle j'ai envie de m'attarder pour bien la préciser. Pour avoir accès à ce spread, ce surplus de rendement rémunérant un certain niveau de risque, nous avons accès à la titrisation et également au marché de la dette privée. Par rapport à la dette privée, on va dire classique, il s'agit pour l'investisseur d'estimer la solvabilité de l'émetteur sur la base d'un ensemble de facteurs qui découlent sur une analyse qui est par la force des choses
compliquée parce qu'elle doit analyser une donnée d'une certaine taille, elle doit avoir un regard sur des facteurs macroéconomiques, d'autres qui sont propres à l'émetteur, d'autres qui lui sont exogènes. Or, la titrisation, en tout cas à travers les émissions qui nous ont été proposées, cette analyse des risques a été, je ne dirais pas plus simple, mais en tout cas plus accessible à l'investisseur parce que cette question de solvabilité se résumait tout de suite à un nombre très restreint de facteurs, typiquement un portefeuille de crédit sélectionné sur la base de critères qui sont bien expliqués à l'investisseur ou des créances commerciales, moyennant en plus des mécanismes de sécurisation qui font partie de la structuration du fonds. Tout ça a fait que nous avons été plus à l'aise à investir dans la titrisation parce que tout simplement, nous avons estimé que notre compréhension du risque renfermé par le produit était suffisante. Ce que je voudrais nuancer par rapport à ce qui a été dit concernant cette question de risque, le risque d'attribution versus risque émetteur, c'est que pour nous, oui, c'est vrai que les premières émissions ont concerné des créances de bonne qualité qui ont été isolées au sein d'un bilan plus important, celui d'un émetteur de taille plus importante, mais ce n'est pas forcément le cas. On a simplement affaire à deux niveaux de risque différents. On peut avoir une évolution future d'un émetteur a priori très solvable, mais qui décide de titriser des créances de moins bonne qualité, je vais dire. L'essentiel, c'est que cette transparence soit maintenue pour qu'elle puisse être bien pricée par l'investisseur et qu'il puisse investir en connaissance de cause en lui attribuant le niveau de spread qu'il estime être le plus adéquat. Alors justement, pour faire le lien avec ça, avant qu'on parle du pricing, mais l'appréhension du niveau de risque, et tout à l'heure, on en a bien parlé, hein, du transfert de risque et de la déconnexion de l'état général de l'entreprise. En discutant avec Sita Oferri avant qu'on commence cet événement, il m'a donné une métaphore, parce que j'en ai fait une autre, mais ça veut dire à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on peut avoir une voiture qui est cassée, mais il y a une pompe à eau qui est flambant neuve ou un moteur qui est flambant neuf. Est-ce qu'aujourd'hui, à des investisseurs, qu'est-ce qu'il faut dire? Déconnecter l'état général d'une entreprise qui peut être, à un moment donné, dans un contexte dans un ralentissement, mais que dans son bilan, elle a des créances de bonne qualité, qui sont des actifs. Et à contrario, est-ce qu'un investisseur va avoir une entreprise qui peut être en bonne forme, mais qui a par contre, qui peut avoir des créances qui ne sont pas de bonnes créances? Comment on fait le distinguo? Comment on appréhende ce risque-là d'un point de vue investisseur? En fait, la titrisation, elle consiste d'abord à isoler l'ensemble des risques pour un émetteur. Donc, un émetteur, en tant qu'entreprise, pour schématiser, représente un ensemble de risques. Il y a les risques clients qui ne sont pas pareils, il y a les risques liés à éventuellement plusieurs types d'activités, il peut y avoir plusieurs activités. Et donc, la titrisation permet d'isoler l'ensemble des risques pour l'émetteur et de permettre aux investisseurs de choisir le risque qui correspond à leur objectif. Et en fait, la titrisation et les produits de titrisation ne veulent pas dire que ce sont des produits moins risqués que l'émission générale d'une entreprise. Il se peut qu'il y ait des opérations de titrisation qui soient plus risquées que le risque émetteur de l'entreprise initiatrice de l'opération. Et la plupart des opérations de titrisation au Maroc, surtout les premières opérations effectivement de titrisation au Maroc, consistaient en des opérations moins risquées que l'émetteur lui-même. Mais il se peut qu'il y ait aussi des émissions de titrisation, de parts de titrisation, qui soient plus risquées que le risque émetteur. Donc c'est un choix. Et donc effectivement, la transparence de l'opération de titrisation et l'isolation du risque au niveau de l'opération de titrisation permet à chaque investisseur d'investir sur le risque qui lui convient et de demander le niveau de rémunération justement qui lui convient, qui correspond au risque pris. Alors au niveau des investisseurs, notamment les investisseurs au PCVM, comme c'est une activité quand même qui est très importante et vu la responsabilité énorme qu'ont les OPCVM dans l'écosystème financier marocain, donc ils sont obligés d'avoir des structures internes, des processus d'analyse des risques. Donc une opération de titrisation, en fait, elle est appréhendée en 3 temps. D'abord, il y a l'analyse de l'opération elle-même. Donc c'est d'essayer d'apprécier un peu le risque. Et d'ailleurs, une opération de titrisation comporte plusieurs types de risques. Il n'y a pas que le risque, on va dire, de solvabilité, proprement dite. Mais il y a d'autres types de risques spécifiques à la titrisation. Par exemple, le risque d'extension de la durée du produit. Le risque de remboursement anticipé aussi, qui implique des risques de taux par la suite.
Et il y a le risque de la structuration elle-même, le risque de rehaussement, le risque de garantie s'il y a des garanties derrière. Donc il y a un ensemble de risques effectivement qui est analysé dans un premier temps. Après, il y a le temps de l'implémentation, de la décision d'investissement. C'est combien on va investir et pour quel type de fonds on va investir. Et puis il y a le temps de la gestion du produit. Là, effectivement, il y a pas mal de choses à dire, puisque la gestion, il y a deux aspects importants déjà qui me viennent à l'esprit. C'est l'aspect valorisation après l'émission et l'aspect liquidité. Peut-être qu'on va en parler aussi, qui est un aspect très important. Et donc, chaque opérateur aujourd'hui apprécie le risque d'utilisation selon les fonctions risques internes qui lui sont propres, essaie de pricer le risque, essaie de demander un rendement qui convient au risque qu'il estime. Et puis, après, je dirais, ce qui manque peut-être aujourd'hui, peut-être après on va en parler, c'est la confrontation de toutes ces évaluations pour en créer un marché. D'accord. C'est très important. Alors justement, parce que ça nous permet de faire le lien vers le pricing. Ça, j'ai beaucoup de questions sur le pricing et c'est évidemment quelque chose qui peut sembler, pour moi, néophyte, qui peut me sembler un peu compliqué. Je peux comprendre sur des créances commerciales à venir qu'on peut avoir une visibilité claire sur un chiffre d'affaires à venir, notamment sur des établissements comme l'ONE, on peut avoir des perspectives solides. Par contre, lorsqu'on est sur des créances hypothécaires, et vous l'avez dit, ça peut changer, il peut y avoir des remboursements anticipés, le risque est atomisé en fonction de type de genre. Comment on price ça? Comment vous appréhendez tout ça? Moi, je continuerai sur les propos de Sharafdin. En fait, le risque, je dirais, corporate, ou le risque sur une contrepartie directement, peut être beaucoup plus difficile à appréhender que le risque sur une opération de titrisation. L'avantage que nous avons, mais en tout cas sur ce genre d'opération, c'est que c'est quelque chose qui est fait dans un esprit de transparence. On a un environnement qui est très limité. Nous sommes sur, je dirais, un élément de bilan d'une entreprise. Bien sûr, il y a l'émetteur, il y a le cédant, il y a l'entreprise, mais nous sommes sur un environnement beaucoup plus limité. Et donc, je dirais que même ce n'est pas pour dire que le travail n'est pas énorme sur ce genre d'opération, mais il est en tout cas beaucoup plus focalisé et je dirais en échange, on attend beaucoup de qualité. Parce qu'on regarde de manière très minutieuse en fait cet environnement qui est isolé, quels sont les intervenants, si c'est des créances, quelles sont les contreparties derrière, quelles sont les natures exactes, je dirais, des composantes, des risques, comment on évalue leur évolution dans l'avenir. On va même détailler les mécanismes de défaut ou la manière de les gérer, de les traiter. On va derrière simuler aussi. En tout cas, nous demandons toujours ce genre je dirais, d'analyse sur les dossiers, comment simuler le comportement dans l'avenir et je dirais la robustesse ou des stress tests en fait pour tester la qualité ou la robustesse, je dirais, du montage vis-à-vis de ces éléments. Donc quelque part, ce n'est pas que le risque n'existe pas, mais il est beaucoup mieux appréhendé, il est beaucoup plus étudié sous toutes ses facettes, et donc ça facilite le pricing, justement. Parce qu'on a tous vu, et même dans un passé, je dirais, très récent, des émissions obligataires sur des émetteurs ô combien solides. Mais après, bien sûr, le monde, je dirais, ou l'économie étant assez complexe, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent faire que ce risque, globalement estimé à un moment bon ou en tout cas pricé à un certain niveau, il s'avère qu'il en est autrement. C'est Shailesh. Oui, effectivement, cette question de pricing de la prime de risque est une question qui est pour moi difficile et en même temps très générale, qui englobe le marché de la dette privée dans sa globalité. Pourquoi elle est difficile? Parce que tout simplement, nous ne sommes pas encore à un stade où nous avons un vrai marché de spread ou de prime de risque. C'est-à-dire que la confrontation
entre le niveau de solvabilité, le niveau de risque émetteur tel qu'il est perçu par l'investisseur, et cette question de niveau de prime de risque se fait, je dirais, occasionnellement au moment de nouvelles émissions. Nous n'avons pas une observation en continu du niveau de prime de risque tel qu'il est perçu avec une fréquence suffisante et en fonction de l'évolution des fondamentaux de l'entreprise ou de l'entité qui émet. Donc nous n'avons pas cette possibilité de quantifier, si je veux dire, ce niveau de risque en termes de prime de risque en continu de manière permanente et suffisante. Qu'est-ce qu'il faudrait pour ça ? Il faudrait justement qu'il y ait plus de transparence sur, par exemple, les transactions de dette privée. Et que globalement, au niveau de l'investissement, je pense qu'il y a un rôle au niveau du marché, c'est celui d'apporter plus de transparence sur les transactions de dette privée. Et au niveau de l'investisseur, il faut aussi que le comportement d'investissement, que chacun de son côté crée ce lien selon des processus économiques ou plus ou moins quantitatifs pour lier sa perception de risque-crédit en termes de prime de risque et puis qu'il puisse communiquer sur cette base vis-à-vis des émetteurs ou des organismes de gestionnaires d'utilisation au moment où il aura l'occasion de le faire, dans le cadre des nouvelles émissions par exemple. Mais j'ai quand même envie de dire que je dis que c'est une problématique globale qui ne concerne pas en particulier la titrisation. Je parle d'un marché de 250 milliards de dirhams face à un encours de 15 milliards de dirhams de produits de titrisation. Mais quand même, comment on s'en est sorti, en tout cas pour décider de l'investissement en titrisation, c'est en faisant du relatif, vu qu'on était déjà exposé sur de la dette privée et classique. Donc nous avons relativisé le niveau de risque renfermé par la titrisation par rapport à des émissions comparables en termes de risque. Bien sûr, en faisant la distinction entre risque émetteur et risque titrisation, en cherchant donc des niveaux de risque comparables, quel que soit l'initiateur ou l'émetteur de ce niveau de risque. Et dans ce sens, je précise, c'est que vu que nous avons investi dans la titrisation vraiment assez tôt, nous avons bénéficié de ce que j'appelle une prime de nouveauté. C'est que quelque part, nous avons eu accès à une prime de risque qui, pour nous, ne couvrait pas le risque réel renfermé par la titrisation, mais simplement, disons la nouveauté du produit et ses objectifs de lancement. Une prime de risque qui, d'ailleurs, comme ça a été expliqué par Madame Chafil, a eu tendance à s'effriter avec le temps. C'est parce que, justement, le produit titrisation s'est quelque peu démocratisé et que le raisonnement d'investisseurs a gagné en maturité pour, justement, octroyer à la titrisation sa vraie prime de risque. Pas dans l'absolu bien sûr, mais en tout cas relativement aux autres produits de placement. Alors, j'ai des questions très précises, mais j'en ai une qui est plus globale, à laquelle j'aimerais moi répondre, mais je ne le ferai pas. C'est question d'ordre général aux investisseurs. Comment appréciez-vous la culture du risque chez les investisseurs marocains ? Je sais que ça allait vous faire sourire quand même, parce que la notion de risque chez les investisseurs marocains ou chez les banques, mais bon, surtout chez les investisseurs marocains. Bon, pour répondre, c'est vrai, c'est une question générale. Alors pour répondre, déjà, il faut séparer entre les investisseurs, je dirais, institutionnels, professionnels, et les investisseurs non professionnels, on va dire, individuels, si on veut, ou bien corporate. Donc les investisseurs institutionnels sont, de par leurs réglementations respectives, obligés d'abord de respecter un certain nombre de réglementations, de ratios, et d'avoir un minimum de standards en termes de gestion du processus de risque, je dirais, en interne chez eux. Donc ils sont obligés d'avoir, si ce n'est pas une culture, on ne peut pas apprécier la culture de risque d'un investisseur, mais au moins avoir un processus dédié à l'analyse et à la gestion des risques liés à leur investissement. Donc aux standards, je dirais, reconnus de la profession au niveau marocain. Donc, par contre... On apprécie la culture de risque avec la composition du panier d'investissement. Alors en fait, ce n'est pas question de culture de risque. Je rejoins la remarque de Shalash. Alors c'est que ce qui serait souhaitable sur le marché local marocain, c'est qu'il y ait une hiérarchisation des risques de manière rationnelle. Chose qu'on n'a pas aujourd'hui. Et pour y arriver, je pense qu'il faut passer de la logique produit à la logique marché. Parce que même la titrisation aujourd'hui, on en parlait depuis tout à l'heure, on parle d'un produit. En fait, la titrisation, c'est même pas un produit, c'est une technique.
C'est une technique de structuration. Après, il y a pas mal de produits. Dans la titrisation elle-même, au Maroc, on a l'habitude d'appeler fonds de titrisation, FPCT, part de FPCT. Alors que normalement, ailleurs, pour développer ces produits, on nomme les choses par leur nom, puisqu'il y a plusieurs types de parts de titrisation, il faut les nommer de manière simple. Il y a, par exemple, juste sur le marché international, on parle de MBS, on parle, effectivement RMBS, CMBS, on parle CDO, et on parle... Donc il faut passer à... Déjà, il faut simplifier les choses, nommer les choses par leur nom, et passer à une logique de marché, c'est-à-dire avoir une hiérarchie des risques au niveau du marché, et au moins avoir une logique de rendement respectant cette hiérarchie. À défaut d'avoir un marché de crédit, à défaut d'avoir, et c'est ce qu'il faut d'ailleurs, et pour l'avoir, il faut passer au rating, d'ailleurs, qui est aussi un autre sujet. La titrisation, il faut le dire, c'est des produits de crédit aujourd'hui, au niveau international. Donc il faut avoir un marché du crédit. Et il faut nommer les choses par leur nom, et il faut avoir une hiérarchie des risques. Je serais tenté de vous prêter ma cravate et vous laisser répondre. Pardon? Non, j'ai pas de chemise, j'ai fait exprès pour pas qu'on m'en oblige à en mettre. En fait, pour la culture du risque, bon, pour le cas de Bavid Bank, bon, je commence par ça. Nous sommes une banque, nous sommes dans un marché très très réglementé. Heureusement, il y a un régulateur, donc je dirais la question est réglée. Pour d'autres, je dirais d'autres métiers, peut-être aussi. Sinon, de toute façon, nous le payons de différentes manières. La culture du risque, elle commence par, je dirais, des choses, je dirais ce n'est pas seulement je dirais les théories ou les procédures. Ça, je pense que le marché est assez mûr sur ces points. C'est la pérennisation de ces démarches. On a l'impression des fois qu'on a la culture du risque à un moment, puis on l'oublie pendant 12 mois, et on l'a à l'échéance ou en tout cas à une certaine échéance ou à un événement. Et donc on commence je dirais, à avoir les bons comportements une fois qu'il y a quelque chose de cassé. C'est en fait installer cette culture du risque dans toute la chaîne, donc depuis tous les intervenants, depuis le front, là où je dirais les personnes physiques ou même les entreprises ont des opérations financières sur que ce soit de l'investissement ou même le fait des opérations de financement, et sur toute la chaîne jusqu'au bout, et aussi mettre beaucoup de transparence dans les transactions et sur et avoir tout le temps, je dirais, les mêmes comportements face aux mêmes événements. Vous voulez rajouter un petit mot rapidement? Pour compléter cette question de culture de risque, ce qui nous manque peut-être, c'est cette lecture un peu spécifique du risque. On a tendance à avoir une vision un peu trop commune, à mon sens, de cette notion de risque, alors qu'elle est censée être spécifique. Pour une caisse de retraite, par exemple, c'est le risque de ne pas payer un passif. Pour un assureur, c'est un autre risque. Et c'est en ayant cette diversité de vision de risque qu'on peut avoir un marché plus dynamique, un marché qui génère des transactions, parce qu'à la base, on aura des visions de risque différentes. Voilà. Alors, toujours lié avec la notion de risque, une question qui est arrivée du public. Tout le monde connaît la problématique de liquidité de notre marché, a fortiori pour les FPCT, les fonds de placement collectif en titrisation. Comment les gérants de portefeuille intègrent cette dimension de risque liquidité dans leurs décisions d'investissement? C'est une question très concrète, effectivement. Alors, le risque de liquidité, il est apprécié au départ, avant d'investir sur le produit de titrisation. Donc, et en fait, les produits de titrisation, bon, c'est vrai qu'on ne les nomme pas encore par leur nom, mais aujourd'hui, on est passé de la logique de produits de titrisation de créances hypothécaires à des produits de titrisation de créances de cours, à des produits de titrisation d'actifs. Demain, il y aura les SOCO, peut-être demain, il y aura titrisation de projets en cours qui ne sont même pas dans les bilans, parce que c'est possible aussi. Donc, et en fonction de chaque produit, on apprécie justement le risque de liquidité par rapport à la complexité du produit et à la difficulté d'apprécier le risque du sous-jacent collatéral du produit.
Pour faire court, les créances hypothécaires bancaires, je dirais que tout le monde les connaît, c'est simple à apprécier, et donc c'est très liquide. Donc le risque de liquidité, il est apprécié en relatif. Après, si on passe à d'autres types de produits, notamment les produits d'utilisation d'actifs, notamment les actifs immobiliers, bon, il faut tenir compte de la conjoncture immobilière, bon, c'est important, et de la nature aussi de la titrisation. Donc on apprécie justement ce risque de liquidité par rapport à la nature de chaque produit de titrisation. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, ce risque de liquidité, il est géré au niveau de l'implémentation de chaque fonds, puisque on a plusieurs types de fonds. Il y a des fonds qui sont justement des fonds destinés à des investisseurs moyen et long terme. Donc la problématique de liquidité se pose moins que pour les fonds qui sont destinés à des investisseurs à très court terme. Donc on apprécie en fait justement ce risque en essayant d'analyser la nature de chaque produit et puis en essayant d'implémenter pour chaque type de produit au niveau de chaque type de fonds qui lui est, je dirais, adapté. Et après, le risque de liquidité, bon, c'est vrai qu'il est minoré au niveau du marché parce que depuis la première opération, on a bien appris à avoir une évaluation, d'abord en estimant les flux. D'ailleurs, l'un des avantages de la titrisation au Maroc, c'est qu'elle a permis quand même au marché d'évoluer un peu, puisque avant peut-être on ne s'intéressait pas au flux de chaque produit. Aujourd'hui, pour valoriser un produit de titrisation, on est obligé d'apprécier, de regarder les différents flux tout au long de l'échéance du produit. Et puis après d'utiliser, bon, ça peut être perçu comme chose banale aujourd'hui, mais utiliser une courbe zéro coupon, chose qui n'était pas évidente avant. Donc la construction de la courbe zéro coupon aussi, c'est une problématique qui a été résolue au niveau de la place, et aussi l'appréciation de la prime de risque pour l'intégrer dans cette courbe. Donc je dirais la normalisation de la valorisation du produit permet aussi de réduire ce risque de liquidité. Commentaire par rapport à ça? Non? C'est clair? Moi, j'ajouterais juste qu'il est pricé, en fait. C'est un produit moins liquide, je dirais, que d'autres actifs, et ça se reflète dans la prime il y a une prime de liquidité. Alors, j'ai une question, et puis que j'allais poser moi, mais qui est arrivée également, et que je voulais poser aux émetteurs, mais que je poserai après aux experts, et qui est important, et à Aouda notamment, on en parlera tout à l'heure. Est-ce que, au vu de ce que vous me présentez, est-ce que c'est pas un mécanisme qui est réservé à des initiés, entre guillemets, que ça soit du côté émetteur ou que ça soit du côté investisseur, dans la maîtrise de l'appréhension de ces risques? Est-ce que c'est réservé à un certain type d'investisseurs qui sont capables d'appréhender toutes les facettes d'une opération de titrisation? Si Chalache. Alors je dirais si on maîtrise bien la contrainte réglementaire, à mon sens non, bien au contraire. Comme je dis, l'investissement en dette privée classique est une analyse crédit très complexe et très vaste. Or, en tout cas, selon les émissions de titrisation qui ont été réalisées sur le marché marocain, l'analyse des risques est au contraire, pour moi, elle est plus accessible, plus simple et plus restreinte à des facteurs limités qui permettent tout de suite une compréhension rapide. La rapidité est aussi essentielle parce que, en tant qu'investisseur, on se doit de prendre une décision sur une émission dans un délai compté en semaines. Donc, en soi, c'est quelque chose d'accessible pour ce qui concerne la titrisation. Maintenant, pour enchaîner sur ce point, nos attentes en tant qu'investisseurs, c'est que cette transparence persiste et que cette attractivité du produit titrisation puisse être conservée pour garantir une évolution saine de ce marché et que ce produit de titrisation reste, comme c'est le cas actuellement, un produit de financement de l'économie qui répond également à un besoin d'investissement réel, moyennant la question de pricing qui peut être précisée, mais surtout pas qu'il se transforme en un habitacle pour recevoir des actifs d'une certaine nature avec des risques sur lesquels on n'aurait pas suffisamment de visibilité ou qu'on aurait du mal à pricer et qui finirait finalement par détourner la titrisation de sa mission pour moi essentielle qui est de répondre aux besoins de ce couple émetteur-investisseur.
Vous voulez rajouter quelque chose? Excusez-moi, je suis en train de lire les questions. Vous arrivez en troisième, vous êtes harcelé de questions. Alors vous êtes investisseur, donc je suppose qu'il y a beaucoup d'investisseurs dans la salle. Moi, j'imagine. Non? Oui. Moi, je pense que vous faites référence à la complexité Absolument. du montage de l'opération. Bon, heureusement, il est du côté de Maghreb Titrisation, en l'occurrence, ou en tout cas je dirais de l'opérateur de titrisation. C'est vrai que il y a de la complexité, mais je trouve que c'est une opportunité. Il y a tellement d'intervenants autour de l'opération, il y a tellement, je dirais, d'étapes, de procédures. Ça concourt justement à la bonne, en tout cas, à l'analyse fine de l'ensemble, je dirais, de l'opération et à la transparence de l'opération globalement. Et donc finalement, c'est dans l'intérêt de l'investisseur. C'est vrai qu'il faut suivre, mais c'est des choses qui je dirais, nous n'investissons pas dans des choses que nous ne comprenons pas. Et d'ailleurs, c'est un conseil que je donnerais si on m'en donne l'occasion. Et si on ne comprend pas tout. Donc, il y a une opération qui est compliquée. Il y a, je dirais, assez de compétences et je dirais, et d'expertise autour de l'opération pour justement, pas faciliter, mais détailler et rendre les choses compréhensibles, même à l'investisseur, je dirais, qu'on ne peut pas qualifier d'expert. Alors, dernière question que je vous poserai avant qu'on passe à un autre plateau, et qui résume aussi des questions qui nous ont été envoyées. Vous avez appelé de vos voeux quelques recommandations par rapport au futur. Je vais vous demander en quelques mots, qu'est-ce que vous attendriez à l'avenir en termes d'évolution, de règles prudentielles? On a bien compris la transparence continuer, en termes de structuration et de règles prudentielles. Qu'est-ce qu'il faudrait de mieux pour pouvoir encourager les investissements, notamment dans le cadre de la titrisation? Bon, pour schématiser, je pense qu'il faudrait plus de standardisation et plus de normalisation. Donc, je m'explique. Alors, par standardisation, il faut arriver à distinguer entre les différents produits de titrisation. Je l'ai dit, il faut les nommer par leur appellation. Tout à l'heure, vraiment en ayant il faut avoir des appellations spécifiques, comme ça, à l'image de ce qui se passe ailleurs, d'une part. D'autre part, aussi, par standardisation, il faut standardiser, parce qu'un produit de titrisation, ce n'est pas un produit homogène, il y a plusieurs tranches, généralement. Donc aussi, il faut standardiser ces options. Alors, est-ce que les tranches prioritaires, il peut y avoir des tranches stables, donc qui ne subissent pas le risque de l'extension ou de paiement par anticipation, les tranches support, etc. Donc il faut avoir une standardisation de ces mécanismes de tranches. Et aussi par normalisation. Alors par normalisation, il faut qu'on arrive à un marché de crédit, d'une manière ou d'une autre. Soit par, c'est l'idéal, par l'installation d'une entité, je ne dirais pas agence, mais une entité de notation, qu'elle soit privée, publique ou mixte. Donc c'est nécessaire déjà. Et puis aussi par normalisation, il faut peut-être au niveau de la réglementation, ce n'est pas de mettre plus de règles prudentielles, mais peut-être d'adapter la réglementation à la nature de chaque produit. Aujourd'hui, il y a des ratios qui sont d'ordre général dans lesquels on met tous les produits de titrisation, alors qu'ils ne sont pas pareils. Donc il faut vraiment des ratios différenciés. Tout à fait. Il faut différencier les produits. Sur ce point-là, c'est Chalache. Mon attente, en tout cas par rapport à la titrisation, c'est qu'elle puisse jouer pleinement son rôle dans le financement de l'économie en répondant aux besoins des investisseurs. À l'échelle macro-économique, ce que je peux dire, c'est que nous sommes un pays qui, d'une part, a de l'épargne qui ne cherchent qu'à être investis, et de l'autre côté, des acteurs économiques qui ont des besoins de financement importants. Et je pense que la titrisation a un rôle primordial dans la création de ce canal qui peut-être fait défaut à l'échelle nationale, ce canal qui matche le besoin d'investissement face aux besoins de financement. Et je suis sûr qu'au niveau des émetteurs, il y a, je dirais, des risques à titriser.
Il faudrait simplement que les gestionnaires, je suis d'ailleurs sûr qu'ils déploient tous les efforts nécessaires dans ce sens pour pouvoir isoler ces risques-là. Il faudrait juste également que la réglementation joue un rôle de facilitateur dans ce processus global pour que, in fine, la titrisation en termes de volume, parce que ça a été dit tout à l'heure, cette question de volume essentiel, il faut absolument qu'on franchisse ce seuil critique qui ferait qu'on puisse parler d'un vrai marché de la titrisation et non simplement d'opérations isolées de titrisation. Il faudrait que ce volume soit absolument franchi et le facteur macroéconomique conforte cette orientation-là. Il faudrait juste que le gestionnaire joue son rôle. L'ensemble des parties prenantes, y compris la réglementation, il faudrait qu'elle facilite la chose peut-être encore plus, et je pense qu'on est très bien orienté dans ce sens. Et c'est Rachidi. Pour moi, je pense que ça a été dit tout à l'heure, mais sur la qualité et surtout la transparence. Ce n'est pas un reproche, c'est plus de continuer, de maintenir un niveau haut de transparence pour garantir la réussite de ce marché et permettre qu'il attire plus de cédants. Ça participerait à la diversification qui est voulue et aussi à sa liquidité. C'est très important. Et je trouve qu'on fait un peu trop référence aux dérives de la crise de 2008, et sur des choses qui ne nous ressemblent pas, qui ne sont pas, je dirais, ce n'est pas la situation du marché marocain. Bon, peut-être y faire référence pour être toujours vigilant, mais pas pour que ce soit un frein à ce marché.